Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous passons à la dynamique de la supraconductivité. Alors jusqu'ici, la fonction d'onde des électrons a surtout été utilisée pour décrire la densité de charge ou le courant électrique. Mais nous n'avons pas réellement utilisé l'équation de Schrödinger. Alors voyons ce qui se passe si on utilise l'équation de Schrödinger. Cela nous conduit alors à des équations pour ρ et θ, le module et la phase de la fonction d'onde que nous avons vu dans la vidéo précédente. Et on peut, pour une fois injecté dans l'équation, on se sert du fait que ces deux fonctions sont réelles. On sépare partie réelle et imaginaire de la fonction d'onde, ce qui permet alors d'obtenir deux équations. On utilise aussi, pour simplifier les résultats, l'opérateur vitesse qu'on avait vu, c'est-à-dire h bar sur m fois le gradient de θ, en fait l'impulsion classique moins E sur m fois A, le potentiel vecteur, donc la partie due au champ électromagnétique appliqué. En manipulant ces équations, après quelques calculs, on obtient d'abord une équation pour ρ, pour la densité de charge. On obtient ainsi que la variation au cours du temps de la densité de charge est donnée par la variation avec la position de ρ fois V, c'est-à-dire le courant. Et donc, ce qu'on obtient, c'est à nouveau une équation de continuité pour la charge électrique, ce qui est normal, ne nous apprend pas beaucoup plus. L'équation pour θ est beaucoup plus intéressante. On obtient h bar fois la variation avec le temps de θ est égal à moins 1,5 m v carré plus e phi moins un terme alors assez compliqué qui est en h bar carré fois un terme compliqué qui fait intervenir la racine carrée de la densité. Cette équation ressemble assez bien à une équation de l'hydrodynamique d'un fluide chargé électriquement, utilisée classiquement, à condition d'identifier h bar θ à ce que l'on appelle habituellement le potentiel de vitesse. On a un terme d'énergie cinétique, des particules, un terme d'énergie potentielle due au champ appliqué, et alors une espèce de terme compliqué qui fait intervenir h bar carré, donc il se comporte un peu comme une énergie quantique, une espèce de terme d'énergie quantique d'origine non classique. Dans un milieu comme un supraconducteur, les forces électrostatiques qui repoussent les électrons les uns des autres, et cela tend à uniformiser la densité de charge électrique. Celle-ci est donc habituellement plutôt uniforme. Et cela conduit à un terme ici qui est égal à 0 et qu'on peut négliger. Toutefois, il peut y avoir des circonstances où c'est non négligeable, en particulier si on a deux supraconducteurs de nature différente en contact. À l'interface entre les deux, on peut avoir une variation importante de la densité de charge, et donc dans ce cas-là, ce terme devient important. L'étape suivante, c'est de prendre le gradient, c'est-à-dire la variation avec la position, des deux côtés de cette équation. Après divers remaniements, divers calculs, on utilise aussi les équations de Maxwell, on obtient la masse fois l'accélération des particules, ou plus exactement ce qu'on appelle l'accélération comobile, c'est-à-dire l'accélération d'une particule qu'on suivrait dans son mouvement, est égal à E fois le champ électrique plus V, le produit vectoriel, fois le champ magnétique, moins le gradient, toujours de ce terme quantique, énergie quantique. Alors que nous dit cette équation? Elle nous dit que l'accélération des particules est due à la force newtonienne classique due au champ électrique et au champ magnétique
qui agit sur ces particules. Et en plus, on a un terme d'origine quantique. On trouve aussi une autre équation qui est que le rotationnel de la vitesse est égal à moins E sur M fois B. En fait, ceci exprime que le fluide est dit parfait, sans viscosité, comme le cas des superfluides. Sauf que dans les superfluides, on n'avait pas de champ magnétique, et donc on avait 0 à droite. Ici, on a le champ magnétique puisqu'on a un fluide chargé. C'est donc un fluide chargé idéal, ou un superfluide chargé si vous voulez. Les électrons, les paires de Cooper, se comportent donc comme un superfluide chargé électriquement. Avec ces deux équations, plus les équations de Maxwell, on a tout ce qu'il faut pour résoudre des problèmes, que ce soit par du calcul analytique ou par du calcul numérique. On peut alors utiliser toutes sortes de situations pour décrire l'évolution des charges électriques dans le supraconducteur, et donc décrire la dynamique du supraconducteur. En fait, ces équations sont presque complètes. Il manque un terme ici. Alors ce terme, il a une forme du type constante, une certaine constante, multipliée par le gradient, donc la variation avec la position, de ρ moins ρ0, c'est-à-dire la densité de charge moins la densité moyenne. Donc c'est l'écart à la densité de charge. Ce terme est un terme classique, pas quantique. Il est dû au fait que les particules interagissent entre elles. Ça a été négligé dans l'approche jusqu'ici, parce que nous avons négligé les interactions entre particules. Nous avons considéré que les paires de Cooper se comportaient indépendamment, ce qui généralement est plutôt bon. Mais dans une approche générale, il faut en tenir compte, et d'ailleurs, quand on dit que les forces électrostatiques tendent à uniformiser la densité de charge, on tient compte de cette interaction entre particules. Donc, dans une situation générale, c'est un terme qu'il ne faut pas oublier dans les équations. Voilà, donc comment on décrit la dynamique des supraconducteurs. Alors, je ne vais pas résoudre ces équations dans divers cas. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un type particulier de supraconducteur. Nous verrons les supraconducteurs dits de type 2. Je vous remercie.